Merci de m'avoir invité. Euh, oui, donc pour me présenter très brièvement, je suis jeune docteur, bon, moins jeune, mais quand même récemment soutenu. Euh, euh, la thèse que j'avais sur mon sujet de recherche précédent concernait la politisation, la politique au quotidien des classes populaires, de la classe ouvrière en Ukraine. C'est aussi le sujet central de mon livre, sorti en mars. Après quoi, j'ai euh, gagné un projet, gagné une bourse de recherche de la Croix-Rouge, Fondation Croix-Rouge française, qui m'a permis à former une petite équipe ensemble avec deux autres chercheuses ukrainiennes pour, faire une petite enquête tout au long de l'année 2023 autour des questions des stratégies de survie des réfugiés ukrainiens. Euh, alors oui, avant, il faut quand même que j'explique qui je suis. Voilà, institutionnellement, je suis en ce moment rattaché à l'université en Versailles 50 ans en Yvelines, où je suis à terre, et je suis rattaché au labo Printemps, tout en restant chercheur associé au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po Paris. Donc, si jamais vous passez par Sciences Po ou par l'UVSQ, vous pouvez venir faire signe. Il y a et une possibilité que je sois là. Euh, donc, voilà. Voilà, donc le projet de l'enquête, donc tout au long de l'année précédente, nous avons passé du temps à faire l'enquête dans plusieurs régions. Notamment, nous nous sommes focalisés sur l'Île-de-France comme la région la plus, la plus populaire parmi les réfugiés ukrainiens et déjà populée suffisamment par la population post-soviétique au préalable. Euh, Deuxième place, selon la popularité, c'est forcément la région PACA. Et c'est cette région où on a passé du temps également à faire des entretiens et des observations. Et pour la troisième région, bah, le troisième point où nous nous sommes concentrés, c'était le nord, notamment l'île et ses alentours. Parce que l'île n'est pas super connue pour être la région de choix, mais ça a quand même, euh, elle a cette fameuse conurbation lilloise où il y a des réfugiés également. Il y a aussi ce qu'on appelle l'infrastructure de l'arrivée euh, euh, prête pour les réfugiés. Et donc, on a pu faire des comparaisons, des contrastes. Voilà. Donc, les stratégies de survie, c'est un sujet suffisamment large. Euh, il y a plusieurs fils qui sont sortis de ces questionnements, dont un concerne le problème du logement. Euh, il y en a d'autres, la recherche d'emploi, l'adaptation au niveau de compétences linguistiques, etc. Mais aujourd'hui, je veux présenter l'article que nous avons déjà plus ou moins préparé, mais bien sûr que toutes questions sont les bienvenues et surtout tous les commentaires qui nous donnent la possibilité d'améliorer le texte parce que ce n'est pas encore publié.
Euh, voilà le contexte de cette communication. Alors, euh, les, euh, les exilés ukrainiens en France et le logement. Donc, je pourrais commencer peut-être par une citation. Nous sommes très reconnaissantes à la France pour tout ce qu'elle a fait pour nous, bien qu'il y a quand même des moments. Pourquoi ne peuvent-ils pas nous donner du logement social? C'est quoi le problème? Euh, c'est la première réaction à ma question posée à une de mes interlocutrices ukrainiennes en France. Et je trouve que cette citation résume assez bien les attitudes récurrentes enregistrées tout au long de notre enquête. Euh, Toutes et tous, on était soucieux de montrer leur sincère reconnaissance pour l'accueil, pour l'aide dont ils bénéficient en France. Mais très vite, les réfugiés passent à lister leurs doléances, dont la première est justement le manque de logements autonomes. Parce que contrairement au récit officiel qui célèbre les politiques hyper généreuses, sans précédent, qui sont déployées pour accueillir les Ukrainiens, les premières concernées, en fait, n'hésitent pas à exprimer leur indignation et incompréhension. Genre, comment peuvent-nous vivre, comment sommes-nous censés vivre dans ce pays où la location est si chère et si inaccessible sans un coup de main de l'État? Et l'hébergement citoyen que, que beaucoup de gens ici présents, je crois, ont étudié de leur côté, de leurs angles. C'est ce dispositif de logement proposé par des particuliers. euh, il n'est pas vu en fait d'un bon œil. Encore une citation, nous sommes comme des chiens qu'on peut oublier de nourrir ou de faire sortir. À contrario, le pays jugé exemplaire par les réfugiés, c'est l'Allemagne. Parce que là-bas, justement, c'est un pays qui est également riche, mais qui, en plus, donne des chambres ou des appartements entiers à tout demandeur. Ce récit peut paraître choquant aux Français, parce que dans la sphère publique française, il y a ce discours sur l'État et la société civile qui ont donné tout la dernière chemise pour accueillir les Ukrainiens. Et donc voilà, d'où l'intérêt de cette enquête, de ce papier, de cet article. Euh, comment, quels sont les enjeux un peu plus profonds? Quelles stratégies sont développées, sont mises à l'œuvre que sont mises à l'œuvre par les réfugiés pour faire face à cette politique française spécifique dans le domaine du logement. Et ce que j'ai trouvé utile au niveau conceptuel de faire, c'est de mobiliser le concept de l'économie morale. L'économie morale de logement euh, qui, qui existe en Ukraine, euh, qui existe également en France. Les deux sont bien différentes. Et pour moi, c'est l'explication que je propose en fait en cette énigme de l'interpréter dans les termes de la confrontation des deux mondes, des deux économies morales. Euh, les économies morales, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup là-dessus, dans quel sens je l'utilise, dans le sens de Thompson surtout. Euh, En gros, il s'agit d'un nombre d'attentes adressées surtout aux dominants et d'obligations assumées euh, par les dominés envers les dominants.
Et quand on parle de l'économie morale dans ce sens, dans le domaine du logement, en Ukraine, il faut commencer, bien sûr, par le commencement de l'Ukraine indépendante. Notamment les années 90, la crise hyper profonde économique et sociale qui accompagne la fin de l'Union soviétique. Et pour adoucir un peu la chute, ce que fait le gouvernement ukrainien, c'est la privatisation gratuite du Fonds national des logements au profit de ceux qui les habitent. Au début des années 90, donc chaque citoyen et citoyenne ukrainienne reçoit le droit d'obtenir les droits de propriété privée à l'appartement où elle habite. Euh, c'était bien joué au niveau des politiques publiques parce que ça, ça, mm, ça a permis de réconcilier au moins partiellement la population avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passait autour de cela, notamment la privatisation à une échelle beaucoup plus grande, la privatisation de l'économie à laquelle les citoyens ont renoncé tout en obtenant quelque chose en échange, notamment leur propre euh, morceau de propriété privée. Et cela a formé justement l'économie morale pour les décennies qui suivent, parce que ça a contribué à développer ce que les Français, ce que Olivier Schwartz appelle le privatisme des pauvres. Euh, donc le recul dans la sphère privée, et c'est l'appartement qui est placé au centre de cette sphère privée en Ukraine. Euh, le foyer domestique, l'appartement, fait- c'est l'endroit privilégié où tous les efforts sont investis, les efforts au niveau de rénovation, donc tous les surplus, tous les revenus dont bénéficie la famille euh, modeste ukrainienne euh, sont réinvestis là-dedans plutôt que dans la sphère publique, plutôt que dans des entreprises à plus grande échelle. 85% des Ukrainiens, d'après les données statistiques d'avant la guerre, affirment que seulement le logement privé peut être considéré comme chez soi. Et donc, c'est vrai que ça a une certaine semblance à la France par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, où l'OS, c'est la pratique la plus courante. Donc en France, quand même, être propriétaire de son logement, c'est aussi, on peut dire, une norme, un idéal, mais pas autant qu'en Ukraine où, de fait, il n'y a que Kiev et peut-être une poignée d'autres villes, les plus grandes du pays, où il y a une certaine population, surtout les jeunes, les étudiants et les soi-disant jeunes cadres dynamiques, qui louent. Sinon, même s'il s'agit euh, de cas qui sont, qui ne sont pas marginaux, les familles tout à fait adultes, tout à fait, entre guillemets, réussies, c'est normal de continuer à vivre
avec les parents, donc de former des foyers, des foyers multigénérationnels. Et au fur et à mesure, on achète l'appartement, de préférence sans avoir recours aux banques, parce que les banques, il y a ce que Jane Zawiska appelle le dilemme owing versus owning. Du coup, owning, être propriétaire, c'est le choix qui est fait, qui est contreposé au choix euh, de s'endetter, soit en louant, soit en prêtant pour acheter. Et dans des villes, dans la plupart de petites villes qui ne sont pas touchées par la gentrification, c'est tout à fait faisable normalement. Donc, c'est le contexte ukrainien, d'où arrivent ces réfugiés en France en 2022. Et quel est le contexte dans lequel elles se trouvent? Le contexte français que vous connaissez peut-être mieux que moi, euh, le contexte où la location est davantage normalisée, le locataire, la figure du locataire est très protégée par la législation française. Mais le prix à payer pour cette protection, c'est la difficulté énorme de trouver en fait un logement. Le rapport des forces sur le marché sur ce marché qui est extrêmement formalisé favorise le propriétaire. Les sociétés d'assurance que le propriétaire mobilise pour se protéger augmentent le fardeau administratif pour le candidat à la location qui, lui, doit prouver sa fiabilité par des justificatifs divers, les fiches de salaire, etc., etc. Et tous ces justificatifs sont bien sûr impossibles à produire pour quelqu'un qui vient de débarquer en France. Euh, et qui le fait non pas par choix, qui est un réfugié. Il est possible, il reste des possibilités de contourner ce marché formel pour les personnes qui sont riches en capital social, ancrées en France, c'est-à-dire si on possède un réseau de contacts localisé, ce réseau peut compenser le manque de preuves documentaires. Mais ce n'est pas le cas des Ukrainiens qui arrivent en France sans connaissance de la langue locale, dans la plupart des cas, et sans réseaux sociaux localisés. Parce que euh, avant l'invasion de 2022, la France ne faisait partie des pays les plus fréquentés par les Ukrainiens. Il y a d'autres pays qui avaient été les destinations de choix pour la diaspora, comme la Pologne, évidemment, mais aussi l'Allemagne, la République tchèque, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. En France, la diaspora de mémoire n'a pas dépassé 100 000 personnes, plus ou moins. Il y a Hervé Amiot qui peut peut-être me corriger là-dessus, qui peut donner le bon chiffre. Mais en tout cas, il n'y a pas de, d'ancrage social sur lequel peuvent s'appuyer les réfugiés. Finalement, il y a la piste qui semble la plus évidente dans une Europe, entre guillemets, Europe idéalisée par les Ukrainiens, l'Europe riche et sociale, qui arrive en France tout en se disant que mais c'est l'Europe, donc il y a du logement social. On a vu tous ces reportages télévisés sur l'accueil des réfugiés parce que euh, depuis la soi-disant crise migratoire de 2015, il y a eu en effet de temps en temps des reportages médiatiques comme quoi l'Europe est nouée par les réfugiés qui sont accueillis de manière hyper généreuse, qui reçoivent du logement social, tout type
d'aide sociale, etc. Et donc les Ukrainiennes qui arrivent se disent, mais nous avons à obtenir tout ça très facilement. Et pourtant, bien sûr que non. L'accès aux HLM est très difficile dans la réalité, même pour ceux qui résident en France depuis des années. Il y a le service 115 qui est mis en place pour des publics marginalisés qui gère l'accès au logement d'urgence dans des hôtels spécialisés, mais ce service est systématiquement débordé. Donc, encore une fois, même pour quelqu'un qui habite en France déjà depuis un certain moment, c'est pas du tout gagné de passer la nuit dans un de ces hôtels spécialisés qui sont d'ailleurs souvent insalubres, qui sont proposés uniquement à court terme. Et en plus, il y a le contexte des Jeux Olympiques 2024 quand les autorités franciliennes déplacent les locataires déjà existants marginalisés en Provence. Euh, donc, la seule chose qui reste à un réfugié ukrainien lambda qui obtient la protection, le statut de bénéficiaire de la protection temporaire, euh, c'est de compter sur le climat émotionnel. Le climat émotionnel dans la société française qui est en effet exceptionnel. Le ton sympathisant et engagé des médias français qui couvrent l'invasion russe très amplement. Le profil démographique de ces exilés lui aussi favorise ce climat sympathisant parce que ce sont des femmes, des enfants et des retraités, donc tout le monde adore aimer les femmes, les enfants et les vieux. C'est pas les hommes menaçants. Donc, toutes ces circonstances favorisent la réussite initiale de l'hébergement citoyen. Donc, les manquements du système d'accueil sont comblés par cet élan. Des familles françaises accueillent les Ukrainiennes surtout, dans leur résidence secondaire ou bien directement chez eux. La quasi-totalité de nos interlocutrices ont bénéficié de ce dispositif, ne serait-ce que pendant les premières semaines. Euh, à vrai dire, nous n'avons rencontré aucune réfugiée qui a dû, à un moment donné, passer une nuit sous un pont. Donc, vraiment, et, le sans-abrisme classique, qui est d'ailleurs très courant parmi les réfugiés non ukrainiens en France, euh, n'est pas, n'est pas typique pour le public ukrainien. D'autres sont logés dans des hôtels ou d'autres logements collectifs provisoires, comme par exemple le mythique ferry à Marseille, au bord duquel il y a eu 900, oui, 900 et quelque chose d'exilés logés pendant 3 mois. Mais à l'époque, toutes les parties, les hébergeants, c'est-à-dire les hébergés et les associations qui coordonnent tout ce processus et les autorités publiques qui le surveillent, donc toutes les parties prenantes sont convaincues que la crise, euh, qui est donc le mot qu'ils choisissent, hein, qu'ils choisissent pour décrire la guerre, que la crise ne durera que quelques semaines, bah, quelques mois à la limite. D'où d'ailleurs la volonté justement des familles françaises à proposer leur euh, chambre d'amis pour ces Ukrainiens. Passé cette période, les ressources dirigées vers ces solutions provisoires s'épuisent. Donc le ferry, tout comme les hôtels, se voit contraint à déloger les Ukrainiens pour reprendre les activités commerciales qui les font vivre. Chez les familles, il y a la gêne mutuelle qui s'accumule progressivement des deux côtés. Euh, donc, la question se pose, quelle stratégie de privilégier, comment faire dans cette situation? Où dans la plupart des cas, dans un cas soi-disant typique, c'est une femme avec des enfants ou avec des dépendants qui
qui est logée chez une famille française et qui n'est pas contente. Et la famille, elle, n'est pas très contente non plus de cette situation. Donc, que faire? Et là, on croit qu'on a pu trouver, bah, regrouper les cas observés dans trois catégories. La première catégorie, ce sont les cas qui choisissent qui suivent plus ou moins la stratégie de faire le bon élève. Donc, vous savez sans doute qu'il y a énormément de critiques dans la littérature quant au concept de l'intégration. À partir des années 90, c'était la littérature universitaire ne cesse de critiquer cette approche qui est toujours là, qui est toujours avec nous dans les politiques publiques, l'approche qui insiste sur le fait qu'un réfugié doit s'intégrer, doit passer par les étapes obligatoires. Donc, tu arrives, tu apprends la langue, tu trouves un boulot, tu commences à louer le logement. Les trois grandes étapes qui attestent de la bonne intégration. Et bien sûr, au niveau culturel, blablabla, on doit s'assimiler à la population locale. Dans les, dans les faits, bien sûr que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et dans le monde universitaire, on se rend compte depuis longtemps que rien n'oblige les réfugiés à suivre ce chemin. Mais, certains, mais ce discours, cette obligation est quand même présente dans les discours des agences d'État, dans les récits des associations qui aident, qui accompagnent les Ukrainiens. Et certains essayent vraiment de suivre ce chemin quasiment impossible. Donc la triade langue, location, emploi. euh, on peut citer peut-être, je sais pas, oui, il y a du temps encore. Je peux citer un cas de Natalia, une Kievite, qui arrive en Île-de-France avec sa fille de 13 ans. Et les deux arrivent à fin avril 2022, n'ayant pas de lien préalable avec la France, ni connaissance de la langue. Natalia choisit la France uniquement par une seule raison, parce que sa fille fait de la gymnastique et après le début de l'invasion, euh, Natalia se met à écrire à partout, à n'importe quel club gymnastique dans n'importe quel pays, euh, en sollicitant leur aide. Parce que on a l'impression qu'elle se soucie pour le futur athlétique de sa fille davantage que par rapport au risque d'être écrasée par des bombes. Bon. Donc, il s'arrive qu'un club de gymnastique situé en Île-de-France lui répond. Il accepte d'accueillir sa fille, euh, une jeune athlète au milieu de l'année scolaire. Il contacte l'association d'aide aux Ukrainiens sur place, le club fait ça, et donc Natalia décide de prendre sa fille, de laisser son fils et son mari, qui ne sont pas autorisés à quitter le territoire ukrainien, et voilà, elles arrivent en Île-de-France. Elles passent 5 mois chez une famille des bénévoles. 2 mois après son arrivée, depuis le 1er juillet, Natalia commence à travailler dans le ménage. L'association ukraino-française l'aide à décrocher un CDI avec une agence de ménage à domicile. Et l'association le dit très clairement. Et, une responsable de cette assos ne cache pas ses objectifs.
elle nous explique sa stratégie de pousser les Ukrainiennes vraiment vers l'insertion professionnelle, même au plus bas niveau. Oui, il faut qu'elles bossent, il ne faut pas qu'elles perdent leur temps à pleurnicher, etc. Bon, il faut s'activer dès les premiers jours afin qu'elles puissent se permettre de louer par la suite. Donc, Natalia fait partie des bons élèves que l'association ne cesse de mettre en exergue parce qu'elle intériorise l'idée de ce droit chemin. Elle fait des économies sciemment sur les deux premiers salaires pour accumuler la somme nécessaire pour la caution et le premier loyer. Elle se met à chercher un logement depuis le mi-été et le 1er octobre, donc voilà, 5 mois après son arrivée en France, elle déménage dans son appartement à elle grâce à l'intermédiation de son hébergement auprès du propriétaire. Parce que quand même, il a fallu que la famille hébergeante se porte garante. Euh, Après cela, elle minimise le nombre d'heures travaillées dans le cadre du CDI parce qu'il y a plus de nécessité de montrer son salaire officiel. Elle priorise les contrats directs, mais toujours légaux, toujours formels, avec les familles, tout simplement parce que ça, c'est plus rémunérateur. Et cette stratégie permet à Natalia de couper le cordon ombilical avec le système de soutien. Un an après son arrivée, elle ne dépend plus des bénévoles ni de l'État pour soutenir sa famille. Et au contraire, même, elle, en faisant du ménage chez les particuliers en France, elle arrive à aider son mari et son fils en Ukraine, leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent payer leur chauffage dans leur appartement qui est vide. Ce succès a demandé des sacrifices parce qu'en Ukraine, Natalia avait été une femme d'affaires. Elle avait son propre magasin de vêtements. Donc, faire le ménage chez des particuliers ne correspond pas vraiment à ses rêves, à ses qualifications et à ses ambitions. Mais elle reconnaît qu'elle ne peut prétendre à rien d'autre avant au moins qu'elle ne maîtrise la langue française. La langue, oui, elle reconnaît que c'est important, mais son travail l'empêche d'aller au cours ni d'apprendre en pratiquant le travail parce que elle explique que bah, vous venez et demandez comme d'habitude, ils vous disent que non, faites quelque chose différemment et vous allez travailler. Et souvent, vous venez et il n'y a personne même dans le domicile, vous faites ce que vous avez à faire et c'est tout. Donc, le travail lui prend tout son temps. C'est un peu l'impasse au niveau des de, de progression de la maîtrise de la langue, mais garder le travail est clairement prioritaire pour elle par rapport aux cours de langue. Euh, Prochainement, Natalia, pour elle, le prochain objectif, c'est de faire venir en France son mari et son fils. Euh, donc, l'insistance sur la responsabilité individuelle et sur les attitudes proactives qui sont nécessaires pour s'adapter aux adversités Euh, c'est la spécificité du cas de Natalia et des cas similaires. Il y en a pas beaucoup, mais on en avait plusieurs. Euh, Par exemple, voilà, une autre réfugiée, Oksana, elle arrive à décrocher un CDI à Lille très vite grâce au concours de son ancien employeur, de son ancien patron ukrainien. Elle accepte tout de suite cette proposition. Donc, bien sûr que c'est le concours des circonstances. C'est pas comme si elle a été, elle a- c'est pas comme si elle était une self-made woman. Mais Oksana tient à souligner qu'elle a fait preuve de proactivité.
tout en se distinguant donc des autres réfugiés qui sont peut-être un peu plus lâches, un peu moins travailleuses, un peu, on démontre peut-être un peu moins de bonne volonté pour s'intégrer. Euh, Deuxième stratégie, deuxième groupe de cas qu'on peut regrouper ensemble, c'est les cas qui surfent la vague. Euh, la stratégie qui consiste à combiner la même attitude activiste avec le recours à des solutions informelles qui sont quand même, qui ne rentrent pas dans le paquet initial proposé par l'État, par les associations aussi. Donc, dans le schéma canonique, il ne faut utiliser que les options légitimes. Là, cette deuxième stratégie se permet un recours à des stratégies un peu plus douteuses, moins nettes. C'est surtout dans notre travail de terrain, c'est surtout le terrain lillois qui est le plus propice pour ce type de cas. Pourquoi? Parce que Lille propose le marché de logement moins saturé que dans d'autres grandes villes et les mairies locales sont assez à l'écoute des réfugiés, au moins des réfugiés ukrainiens. Donc, par exemple, Maria et Vitali, une famille, un couple qui sont arrivés à Lille avec leur fille, également sans aucun contact préalable. Ils se confient à leurs instincts, tout simplement. Euh, et ils sont hébergés par une famille française à Lille pendant 3 mois, puis par une autre famille également 3 mois, parce que c'est la durée standardisée, la durée typique du contrat de bail, gratuit. À la fin de cette période, Maria travaille déjà en tant que femme de ménage. Et elle était prête à payer ne serait-ce qu'une petite somme pour un logement autonome, mais cela ne suffisait pas à accéder au marché de la location. Son mari Vitali s'est lancé plutôt dans les activités de bénévolat. Il n'est pas arrivé à trouver un travail. Mais finalement, il y a la mairie qui sort, euh, sort des coulisses sur la scène pour proposer un appartement gratuit à ce famille à titre exceptionnel parce que c'est une famille des doublement réfugiés, car initialement ils avaient été des habitants de Donetsk. En 2014, ils avaient fui Donetsk et c'est la deuxième fois qu'ils sont obligés à fuir à laisser leur domicile. Donc, la mairie fait un geste, leur octroie cet appartement. euh, donc, bien sûr, ils sont très reconnaissants et tout, mais la temporalité de cette offre reste vague. Euh, Maria explique, ils ont juste dit, vivez ici pour le moment. C'est ambigu. Qui sait? En plus, qui savait combien la guerre durerait? Tout le monde croyait que c'était bientôt fini, mais ce n'est pas pour bientôt. Donc, pour le moment, ils continuent, à ma connaissance, comme ça. La mairie de leur petite commune dans la banlieue lilloise peut se permettre de ne pas collecter le loyer euh, pour le moment, mais il n'y a pas ce n'est écrit nulle part et ça reste une source d'une certaine anxiété quand même pour cette famille, que un jour, un de ces jours, ça va finir. Le cas d'Irina est comparable. Irina, avec ses deux filles et son grand chien, qui est assez voilà, gourmand, arrive à Lille pour vivre chez une famille française qu'elle connaissait déjà, parce que ses filles ont participé à un programme
un programme pour les victimes de Tchernobyl. Très vite, ils sont très rapidement délogés par la famille et Irina ne sait pas du tout pourquoi, mais c'est la mairie, encore une fois, qui se propose pour leur donner, pour formuler une option alternative. Donc maintenant, toute la famille vit dans un bâtiment attaché à l'école locale. Voilà. Finalement, troisième stratégie, confier son sort au hasard. C'est la stratégie la plus répandue dans l'Île-de-France, en Île-de-France, où il y a la proportion la plus élevée des réfugiés ukrainiennes déprimés qui ne font pas grand-chose et qui en font le point de ne pas faire grand-chose pour s'intégrer, etc. Parce que, disent-elles, nous sommes ici temporairement. Voilà, bah, si ils nous chassent de l'appartement où nous habitons maintenant, très bien, le lendemain, nous quittons la France. Donc, ok, je sais qu'il y a très peu de temps qui reste. Juste, voilà, juste un cas, un exemple. Euh, un exemple de Lilia, qui est née au Donbass, euh, qui vivait à Odessa avant l'invasion avec son mari et ses nombreux enfants. Toute la famille se déplace en France euh, et vit chez un octogénaire français que Lilia connaissait au préalable parce qu'il jouait à l'échec, aux échecs. Donc il y a des sites d'échecs où il s'est fait connaissance et ce Français les invite. Ils vivent là-bas. Lilia par exemple, elle refuse que ses enfants aillent à l'école française. Donc, il y a plusieurs scandales entre elle et l'administration et l'Académie de Versailles qui la force de faire intégrer les enfants dans le milieu scolaire. Elle cherche du travail, mais elle n'arrive pas à en trouver un digne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête à travailler dans le ménage parce que son métier à elle, c'est le photographe. Et quand je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous pensez faire après? Elle dit, oui, nous restons ici tant que notre ami français nous permet de vivre chez lui. Dès qu'il dit que ça suffit, voilà, ça nous va très bien. Nous revenons en Ukraine parce que c'est là-bas qui est c'est là notre patrie, c'est là notre pays, et rien ne nous tient ici. Donc, pour conclure, il y a ces trois types plus ou moins communs qui ne sont pas également présents selon les endroits. Donc, Île-de-France avec son marché immobilier le plus difficile et marché de travail assez compliqué, et la région la plus déprimante peut-être, donc qui montre euh, le plus de cas de ce troisième type. Tandis que le deuxième type, j'ai oublié de le dire, il est le plus présent au sud, pas qu'au nord, mais aussi il y a la région niçoise qui est riche en possibilités de contourner le marché formel et trouver des solutions de logement type Airbnb, mais adaptées aux réfugiés.
qu'est-ce qu'on peut en faire de ces trois types? Euh, il y a, dès qu'on parle des stratégies des réfugiés, il y a toujours la discussion de l'agentivité. Et en fait, chacun de ces trois types présente un certain type d'agentivité prononcée des exilés. Elle est bien visible dans les deux premières stratégies, mais aussi dans la troisième, le choix d'être passif et le renoncement ne serait pas possible sans prise de certaines décisions. Il faut quand même exercer un certain degré de volonté pour décider de ne rien faire, pour redistribuer les ressources disponibles à d'autres fins, par exemple à faire ces donations au profit de l'armée ukrainienne. Il y en a beaucoup qui reçoivent l'aide ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, et redirigent proportion non négligeable à certaines, vers les fondations qui soutiennent l'armée ukrainienne. Parce que pour elles, c'est le choix le plus raisonnable. Voilà. Et pour en finir, on se souvient peut-être, les plus vieux parmi nous se souviennent du cadre théorique de Albert Hirschman, la fameuse triade voie, loyauté, sortie. Et ici, nous ne retrouvons guère de voix, il n'y a pas de résistance, tandis que dans la littérature sociologique dédiée aux réfugiés, c'est la résistance qui est le plus souvent peut-être mise en avant. Donc, c'est peut-être la spécialité, euh, la particularité de ce public réfugié que, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de volonté de manifester, d'exiger quoi que ce soit. Cette option n'est pas vue comme viable aux personnes qui sont laissées à la merci des services publics et des associations. Nos interlocutrices ne s'interdisent pas à critiquer les mœurs et les coutumes, mais à voix basse. Euh, et c'est plutôt dans, ils occupent, la plupart de nos cas peuvent être situés dans le continuum entre les deux autres stratégies. Soit la loyauté, donc le premier cas, le premier groupe, soit la sortie, donc le troisième groupe. Et donc il y a ce continuum qui définit, selon lequel on peut ranger les diverses stratégies dans le domaine du logement. Cela dit, oui, finalement, c'est une photo qu'on a prise en 2023 euh, et la, la prochaine date à suivre, ça sera le printemps 2025 quand la protection temporaire prend sa fin. Et là-bas, il y aura tout un tas de décisions nouvelles, de revirements, peut-être dans ces stratégies-là, parce il faudra se situer dans une nouvelle configuration. Voilà, merci pour votre attention et voilà, je suis prêt à répondre à des questions pourvu qu'elles soient pas méchantes. Voilà, merci. Ben, merci beaucoup, Denis, pour ce passionnant exposé. Effectivement, très, très riche. Donc, je vous invite à vous manifester en marquant une petite main levée si vous avez des questions à poser. Euh, Peut-être que déjà, moi, j'ai deux points qui me viennent en tête. J'aimerais bien que tu reviennes justement sur cette analyse avec laquelle tu termines en disant que peut-être une des spécificités de ce public réfugié ukrainien, c'est de ne pas avoir comme ça une stratégie de résistance telle qu'elle a pu être analysée, observée auprès de la plupart des publics réfugiés. Et en même temps, tu commences ton exposé en exprimant, et tu le reprends et tu le soulignes toi-même, hein, c'est pas une vraie contradiction,
en exposant justement les critiques que ces réfugiés ukrainiennes peuvent exprimer sur le dispositif d'accueil français. Tu parles aussi de tout ce discours public en France pour dire combien on a beaucoup fait pour cet accueil, etc. Et puis ces réfugiés qui disent, mais pourquoi ne peuvent-ils pas nous donner un logement social? Où tu avais une seconde citation. Alors moi, ce qui m'a frappé pour travailler avec des publics réfugiés depuis plusieurs années, c'est que ce genre de critique, en général, est très rarement exprimé et que les personnes réfugiées se positionnent le plus fréquemment dans une posture de reconnaissance, en exprimant une très forte conscience de porter une dette à l'égard de cette société qui les accueille, même si leur condition est quand même très mauvaise et qu'effectivement les services qu'on leur offre sont très faibles, voire parfois inexistants. Et cette critique-là, tu l'as entendue. Alors moi, j'avais déjà peut-être une question d'ordre peut-être méthodologique ou pas méthodologique, mais peut-être ça tient au profil de votre équipe et de comment, quand la recherche est portée par quelqu'un justement en France, par quelqu'un qui n'est pas français, la critique est plus facile à exprimer. Donc en fait, j'avais envie de savoir qui sont les deux autres personnes avec qui tu as fait cette critique. Est-ce que vous étiez tous soit russophones, soit ukrainiens? Et est-ce que ça peut expliquer l'expression de cette critique qu'on entend rarement quand on est chercheur française? Ou alors est-ce que ça tient à un dispositif méthodologique autre? Euh, Après, quant aux obstacles, justement, pour accéder à un logement social que tu as exprimé, nous, on a pu observer dans le dispositif qu'on a étudié la place de l'intermédiation locative et comment les associations ont pu justement faciliter l'accès à des locations quand des logements étaient disponibles, bien entendu. Euh, et peut-être que d'autres personnes présentes ici auraient envie d'en parler, de prendre la parole là-dessus. La diversité des territoires aussi est intéressante. Alors, tu cites bien les trois régions sur lesquelles vous avez mené votre enquête. Euh, Nous, on observe et on recherche aussi beaucoup dans cette diversité des territoires entre les grandes métropoles, les villes moyennes et les zones rurales. Et puisque tu mentionnes les logements municipaux, en effet, on observe que plusieurs mairies, plusieurs équipes municipales ont pu souhaiter mettre à disposition de réfugiés ukrainiennes des logements municipaux. Euh, donc, voilà, comment intégrer cette diversité. Et il y a peut-être des facilités dans certains territoires, et on entend bien qu'en Île-de-France, c'est sans doute l'endroit où la pression est la plus forte. Et en effet, sur la fin, tu fais bien de souligner cette période de 3 ans pour la protection temporaire et la question qui se pose de, voilà, qu'est-ce qui se passe au-delà de ces 3 ans? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que l'Union européenne et les gouvernements nationaux anticipent la fin de cette période pour penser une prolongation ou une transition vers un autre type de protection? En tout cas, ce qu'on peut observer depuis les associations aussi, c'est le nombre de plus en plus important de demandes d'asile de la part des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, euh, et qui s'explique sans doute par une diversité euh, de de causes. C'est pas seulement l'anticipation de la fin de la protection temporaire sans doute, mais c'est aussi la prise de conscience de la durée de la guerre, euh, de ce contexte en Ukraine qui fait que l'asile devient quelque chose de pertinent dans les stratégies et les prises de conscience des personnes. Voilà, donc peut-être quelques petites questions pour lancer la discussion en attendant que d'autres questions émergent. Je te O- redonne la parole. Ok, oui, oui, merci Karim. Donc oui, la reconnaissance et le sentiment d'obligation d'être endetté, etc., c'est parsemé. En fait, le discours, c'est très courant d'entendre un monologue où les deux extrémités s'entremêlent. Dans une phrase, on t'explique qu'on est
éternellement endetté à la France, à ce beau pays, voilà, à cette belle, généreuse population, etc., pour l'accueil, nanana. Et deuxièmement, la phrase qui suit explique, mais ok, mais cela dit, pourquoi ne pas le faire normalement? Euh, et j'imagine que, en fait, le fait que nous soyons tous les trois Ukrainiens, donc euh, les deux autres personnes, c'est Yevgenia Polshikova, qui est une sociologue ukrainienne, et l'autre aussi sociologue ukrainienne, Anastasia Repchuk, qui est actuellement à Oxford, mais qui, elle, d'ailleurs, a été une réfugiée elle-même. Elle a bénéficié du même statut, donc bien sûr que même à ce niveau-là, ça rapproche beaucoup et ça délie peut-être la langue, en effet. Et c'est sans doute l'explication de la réaction un peu choquée, euh, que j'ai observée chez les humanitaires français. Quand j'ai présenté les résultats de notre recherche devant le public associé à la Croix-Rouge, il y a eu une dame qui s'est approchée de moi après la présentation et me dit, mais c'est très violent ce que vous dites, cette citation, euh, qu'elle se compare au chien, etc. Mais on fait tant d'efforts, etc. Mais bon, oui. Et elle dit, mais les Afghans, ils sont aussi, ils en ont même, même pire, mais eux, ils ne se plaignent pas autant. Mais mon hypothèse serait que les Afghans plaignent autant, sinon davantage. Ce que le souci, c'est de les entendre se plaindre. C'est de leur, en effet, parler en leur langue et en effet prendre le temps de les écouter, etc. Et là, j'imagine que ça n'aurait pas été aussi différent que ça. Euh, mais oui, il y a aussi, bien sûr, chez les Ukrainiens, il y a cette volonté de se distinguer par rapport aux autres réfugiés. C'est pas toujours raciste, c'est pas toujours, ça correspond pas toujours aux stéréotypes des Est-Européens racistes, etc., bien que ça existe aussi. Euh, Souvent, c'est exprimé comme nous fuyons la guerre, eux, ils fuient la mauvaise économie. Donc, nous sommes davantage méritants. Nous méritons mieux. Ou bien, nous avons tous nous sommes des diplômés. Nous avons une ou deux formations supérieures, tandis que eux, ils viennent de villages quelconques, donc il n'y a pas le même niveau et le niveau d'aide ne doit pas être le même. Donc il y a cette volonté, mais je pense que je ne pense pas que ce soit hum, déterminant parce que ce sont des opinions exprimées en privé. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas formulé en public. Deuxième question, rural, urbain. Oui. D'ailleurs, nous avons eu aussi deux ou trois ou quatre entretiens avec les personnes vivant vraiment dans des endroits très reculés. Euh, bon, les endroits qui ont été les plus faciles à trouver pour se loger. Euh, mais là-bas, les gens ont vraiment du mal à vivre, même si c'est gratuit, parce il y a pas de transport, même si on veut passer 2, 3, 4 heures par jour pour aller à la grande ville voisine, c'est pas gagné, c'est pas garanti qu'on pourrait trouver le travail là-bas. Donc, mais oui, en effet, c'est une autre situation. Mais d'après les entretiens, ça ne donne pas envie.
cela a été mentionné comme une des options assez déplorables. Oui, genre, oui, oui, on a connu une telle famille qui a été placée quelque part au diagonale du vide, mais ils ont dû finalement revenir en Ukraine parce que c'était pas viable. Euh, et demande d'asile, c'est aussi sans doute lié à ce qui se passe en Ukraine actuellement. C'est-à-dire pas que la guerre, mais aussi les efforts du gouvernement à enrôler les hommes dans l'armée. Je miserais sur le fait que la plupart de ces demandes d'asile formulées dernièrement, c'était surtout des hommes, des Ukrainiens. Ok. Euh, Parce que, oui, parce que pour eux, c'est primordial. Pour les femmes, je pense que ça sera le choix qui s'imposerait plutôt vers je sais pas, février, mars. Je m'attendrai à l'explosion de ces demandes vers cette date-là. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas les seuls à le noter que le statut tout à fait unique conférée par la protection temporaire parce que avec, avec elle, il n'y a pas que le droit de travailler, l'accès aux soins, mais la chose principale, c'est le droit de se déplacer, y compris en Ukraine, donc faire des allers-retours. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses par rapport au statut d'un réfugié normal. Mm. Et là, on va voir à quel point ils seront prêts à se renoncer, bon, à faire des choix pour obtenir le statut de réfugié typique avec des restrictions. Mhm. Et alors justement dans la discussion, et vous pouvez également poser des questions par écrit, donc Marina pose cette question, est-ce que dans votre recherche, vous avez observé justement que la fin de cette protection temporaire est appréhendée par les personnes et est-ce qu'elles elles en parlent, est-ce qu'elles expriment de l'inquiétude? Et Marina pose également la question de l'intermédiation locative hors Ukraine non accessible aux personnes avec des PAS avait été abordé comme logement avec les personnes interrogées. Je crois que je comprends pas l'acronyme PAS. Oh. Je sais pas si... Alors, Marina n'a pas de micro, donc... Ah oui, APS, d'accord, autorisation provisoire de séjour. Ah. Euh, voilà, donc est-ce que cette question a été abordée dans votre recherche? Euh, alors, j'essaie de... Bon, la deuxième question, oui, oui, bien sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est peut-être Mm. s'il y a une euh, conclusion centrale qui réunirait tous les fils de notre enquête, c'est le caractère provisoire qui définit l'existence, bon, toutes les dimensions de l'existence sociale de ces réfugiés ukrainiens. Parce que elles sont arrivées en France pour n'y passer que quelques semaines, et cette temporalité, ce caractère provisoire reste toujours là, et ça les empêche en fait de poursuivre la piste, la bonne piste d'intégration, entre guillemets, euh, parce que beaucoup d'entre elles restent toujours dans cet entretemps. Et, euh, et la fin de cet entretemps, ça, ça peut être une chose positive, mais bien sûr, dans sous un certain regard, c'est une chose positive que de dire, OK, c'est clair, vous restez ici ou bien non, vous quittez. Mais de l'autre côté, bien sûr, subjectivement, surtout pour beaucoup d'entre elles, c'est très angoissant. Oui, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que la réponse, la première réponse, toujours, qu'en est-il de vos plans? Oui, nos plans, c'est de rester ici jusqu'à la fin de la guerre.
ou bien jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Sauf que la victoire de l'Ukraine, maintenant, bah, en 2024, c'est déjà évident, je pense, pour la plupart de la population, des réfugiés, que c'est pas pour demain, peut-être pas pour après-demain non plus. Et donc ça s'éternise, mais, on, mais on essaie de tenir à ce fil et de ne pas le lâcher. Du coup, la fin du statut, ça génère beaucoup d'angoisse, oui. Mais oui, pour l'intermédiation locative non accessible aux personnes. Ok, non, là, je n'ai pas de réponse parce que c'est différents statuts, bah, différentes options codifiées légalement. On n'en a pas parlé, du coup, j'avoue que ça ne rentre pas dans le vocabulaire que nous avons utilisé avec les réfugiés parce qu'elles n'y savent rien. Et les Mhm. associations nous ont parlé surtout de l'hébergement et immédiatement après l'hébergement aux citoyens de la location normale commerciale. Ok. Et ben, dans l'ordre, on va prendre les questions de Olga, Lison, puis Perrine. Olga, si tu veux commencer. Oui, merci beaucoup pour ton exposé très, très riche. Moi, j'avais une question justement sur ces dimensions de l'économie informelle que tu as évoquées au début de ton exposé. Et en fait, je me demandais surtout pour Paris, où il y avait quand même peut-être le plus grand nombre d'Ukrainiens avant le 24 février. Je ne connais pas les statistiques précises, mais j'imagine qu'il y en avait pas mal déjà avant le 24 février. Mais donc je me demandais s'il y avait des lieux, si dans tes entretiens, tes interlocuteurs t'ont parlé des lieux où ils peuvent trouver de l'information, où l'information circule sur les possibilités de travail, sur les possibilités de logement, de l'entraide et quelque chose. Quels sont ces lieux à Paris ou en Île-de-France en général? Moi, spontanément, j'ai pensé évidemment aux églises, mais probablement peut-être aussi des magasins, quelque chose comme ça, des associations ukrainiennes, mais aussi, donc, je ne sais pas si ça existe encore, ça fait longtemps que j'habite plus à Paris, mais au moment où je faisais ma thèse, il y avait aussi ces bus, les fameux petits bus qui partaient des différents endroits à Paris. Tantôt c'était place à Nation. Ensuite, c'était devant à Saint-Germain-des-Prés. Donc, il y avait effectivement ces bus et qui partaient, à l'époque, ils partaient en direction de l'Ukraine, mais aussi de la Russie, etc. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ici, on peut considérer que c'est un lieu où donc les personnes viennent pour échanger des conseils, voilà, échanger sur ce qui se passe, s'entraider, etc. Donc, voilà. Je réponds tout de suite ou on collecte davantage de questions? Peut-être, vu l'heure, vaut mieux prendre les trois questions et tu réponds en bloc pour avoir Mhm, le temps de les entendre. mhm, Ok, alors j'y vais. Merci Denis pour cet exposé. Moi, j'avais une question, je trouvais hyper intéressante, l'accent mis sur le processus d'intégration et la mise en avant de la responsabilité individuelle dans le processus pour les personnes. Et nous, on a observé dans notre enquête tous les blocages de beaucoup de personnes qui se retrouvaient empêchées de travailler, parce que comme tu l'as dit, le travail était un peu central du coup dans ce processus, comme nombreux des processus en France pour accéder à un certain nombre de droits. Et je me demandais du coup si tu avais eu des entretiens de certains cas de ces personnes, soit âgées ou en situation de handicap. Souvent, c'est un peu les profils qu'on a pu, nous, voir de loin, qui avaient des difficultés ben, à être autonomes et quelles étaient finalement leurs stratégies pour accéder aux droits, notamment celui du logement. S'ils n'étaient pas dans les dispositifs, s'ils n'étaient pas dans le dispositif institutionnel où souvent ils restent bloqués, quoi.
Je ne sais pas si voilà, Mm, tu as eu des mm, mm. retours d'expérience de ces personnes. Merci. Je pose ma question. Bah, merci à toi aussi, Denis, pour cet exposé vraiment riche. C'était pour continuer en fait la question sur le point méthodologique. Peut-être de ne pas faire un critère, la nationalité du chercheur, mais plutôt l'entrée sur le terrain. Par exemple, on peut entrer sur le terrain par des structures justement qui sont censées accompagner les Ukrainiens. Et du coup, on peut être vu par les Ukrainiens justement dépendant de ces structures. Donc, ça peut bloquer le dialogue. Et donc, la première question, c'est comment vous vous présentiez aux Ukrainiens et peut-être aussi quel but vous énonciez pour cette étude en fait. Dans quelle mesure en fait ça faisait sens pour les Ukrainiens de répondre à cette question. Et ensuite aussi, ben, à quels Ukrainiens en fait vous avez accédé en fait? Est-ce que c'était par des listings, enfin est-ce que c'était par des fichiers de la Croix-Rouge ou par des groupes Telegram en fait? Et peut-être une typologie, enfin ou des types de personnes qui répondaient à votre demande d'entretien. Est-ce que vraiment tout le monde était enfin, intéressé, ne serait-ce que par l'utilité d'une recherche, c'est quand même pas évident, enfin, de manière générale et aussi chez des réfugiés. Et l'autre question, tu parlais d'entretien et d'observation. Et du coup, quel type d'observation vous avez mené? Est-ce que vous avez accompagné, par exemple, les réfugiés dans les différentes institutions ou différentes associations ou dans les rencontres avec les assistantes sociales, enfin les différentes personnes? Quel type d'observation vous avez mené? Voilà, merci. Ok, merci. Et oui, je commence peut-être par la question de Perrine. Euh, comment nous nous présentions? Oui, c'est une bonne question. En effet, vu qu'il y a la Croix-Rouge derrière notre enquête, on a été obligé de la mentionner quand même. Et ça n'a pas été tout à fait inutile, mais ça donnait toujours une certaine tonalité, oui, bah, des attentes, des appréhensions. Ok, la Croix-Rouge, peut-être qu'il ne faut pas que je leur dise euh, des choses illégitimes que je fais avec leur aide, par exemple. Donc voilà. Donc ça c'est le côté problématique, mais le côté positif, c'était que euh, ça nous a donné le droit de nous dire, de dire que cette enquête a une utilité publique. C'est pas vrai, bah, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est pas aussi linéaire que ça. Bah, tu comprends que voilà, c'est pas parce que nous avons mené cette enquête financée par la Fondation Croix-Rouge que la Croix-Rouge elle-même va demain lire tout ce que nous avons écrit et implémenter voilà, des résultats. Mais je pense que je n'ai pas menti grossièrement quand je disais que c'est commandé par la Croix-Rouge. Elle ne va pas, les fonctionnaires, les responsables ne vont pas, euh, ne vont pas deviner qui vous êtes parce que ça va être tout anonymisé, etc. Donc, n'hésitez pas à nous dire vraiment, bah, voilà, je vous incite à partager tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez dire. Euh, Et cela peut conduire à une amélioration ensuite et si vous avez des plaintes, s'il y a des doléances, c'est le bon moment euh, de les expliquer. Donc, c'est une stratégie j'imagine, a donné certains fruits, mais en effet, c'est pas sans reproche parce que il reste, bah, si je me situe à la place de la répondante, oui, je peux imaginer, ah oui, quand même, la Croix-Rouge va réagir, du coup, oui, forcément, il faut cacher quelque chose. Donc, oui, il y a toujours des choix à faire en faveur de bah, comment se présenter. Bon, on a fait ce choix-ci. Euh, et c'était
surtout la Croix-Rouge ne nous a pas donné grand-chose comme point d'accès, comme liste. Notre stratégie a été de googler tout bêtement les associations dans les endroits qui nous intéressent. Parce il se trouve que dans la plupart des grandes villes et villes de moyenne taille, et même de relativement petites villes, bah, quasiment partout, il y a une association qui s'appelle d'habitude Ville France-Ukraine ou Ukraine Solidarité Ville, quelque chose comme ça. D'habitude, cette association a deux fondateurs. La femme ukrainienne qui est épouse du cofondateur, son mari français, c'est vraiment très standard. Et ces associations, nous avons servi comme les gatekeepers. Dans la plupart des cas, ce sont elles qui nous ont donné les premiers contacts. Et ensuite, on a essayé tant bien que mal de progresser avec le snowballing. Ça n'a pas été toujours hyper efficace, mais bon. Mais parfois, en effet, parfois, ça a marché, en fait. Euh, donc, bien sûr qu'on n'a pas eu un accès parfait, ça a été conditionné par le fait d'être connecté à l'association. Et ce sont ces associations qui ont été les lieux d'observation. Notamment, il y en a une qui a donné un terrain assez riche pour moi, assez fascinant. C'était à Nice, à Foucault, le nom d'association qui a été où on a tout simplement passé des journées dans la permanence. Nous nous sommes posés dans le coin et il y a le flou des Ukrainiens qui arrivent et qui, avec leurs sollicitations, avec leurs problèmes, que doivent résoudre les responsables de l'association. Donc, pour moi, c'était vraiment très riche. Et pour répondre à Olga, c'est peut-être un des types des lieux de sociabilité et d'échange d'informations les plus utiles. M- Moi, je parlerai de trois types de ces lieux, dont quand même le plus efficace, c'est des plateformes en ligne, les groupes Telegram, euh, Facebook, Weber, mais surtout le Telegram. Donc oui, on peut trouver, encore une fois, nom de ville ou nom de la région Ukraine. Et voilà, ça donnerait un groupe d'échange assez vivant. Et deuxièmement, il y a les associations qui proposent le lieu d'échange bah, physique, le lieu de rencontre très sollicité en fait. Même les gens qui ne sont pas hyper impliqués dans la vie de l'association, ils passent, sinon chaque jour, tous les semaines, ça c'est sûr. Et troisièmement, il y a ce que tu mentionnes, les lieux traditionnels, comme oui, à Paris, il reste toujours cette fameuse église gréco-catholique, près de laquelle il y a les minibus. Il y a les minibus sous le pont Cardinet. Il y a plusieurs autres points qu'on peut localiser à Paris. Il y a d'ailleurs une institution en soi, la firme de transport qui s'appelle Burak Travel, qui offre des services quasiment imbattables au niveau de prix pour la logistique, pour l'envoi des cadeaux des colis et des personnes. Donc oui, il y a plein d'échanges et d'ailleurs ici, je pense qu'il y a David Gaillard-Vasilenko, qui est le chercheur français franco-ukrainien qui a fait une étude là-dessus, donc il doit en savoir plus. Euh,
Et lisons, on demandait sur le manque d'autonomie, les personnes qui ne peuvent pas travailler et que font-elles pour trouver le logement? Euh, je pense que j'imagine que cette situation doit être assez désespérée parce que on n'a pas trouvé de cas chimiquement purs euh, comme, d'une personne qui est vraiment isolée et qui n'est pas autonome ou qui est soit une retraitée ou handicapée, etc. D'habitude, elles viennent accompagnées par leurs proches ou même pas aussi proches que ça. Par exemple, on a eu j'ai parlé à une femme de Severodonetsk qui est venue ensemble avec sa fille et avec l'ami des voisins de Severodonetsk. Donc une femme âgée qui a qui faisait parfois du babysitting pour elle. Et quand l'heure est venue de partir, cette femme bon, s'est dit que voilà, elle ne peut pas laisser euh, cette voisine seule. Donc, et ça a beaucoup aggravé la vie pour cette femme-là, parce que c'est beaucoup plus difficile pour elle de trouver un logement, même dans la famille, avec pas qu'une petite fille, mais aussi une vieille dame qui est beaucoup moins susceptible d'apprendre la langue ou d'apprendre la grande culture française, etc. Donc même à ce niveau-là, c'est assez compliqué. Euh, du coup, j'imagine que s'il y a des personnes non accompagnées comme ça doit forcément passer par les institutions du monde associatif ou du monde étatique, je pense, Mm. je sais pas. Si, mais c'est ce qu'on observe sur notre terrain, c'est les associations qui, dès le départ, ont été mandatées par l'État pour organiser les SAS, les orientations, etc. Et justement, ces associations, vu qu'elles sont mandatées par l'État, dépendent des budgets mobilisés par l'État et sont dans une incertitude, elle aussi très très grande, parce qu'il n'y a aucune visibilité sur l'attribution de ces budgets. Donc les équipes ne savent pas si elles peuvent se maintenir, si ne serait-ce que les salaires pourront continuer d'être versés. Donc elles ne savent pas de quels moyens elles disposent pour l'accompagnement de ces personnes. Mais les SAS qui ont été créés euh, accueillent encore et jusqu'à aujourd'hui des personnes qui justement ne peuvent pas s'inscrire dans les différentes options possibles. Comme c'est l'heure, est-ce que Agnieszka, je pourrais te donner la parole pour présenter la dernière séance que j'ai annoncée au début. Tu la présenteras beaucoup mieux que moi. Oui, merci. Dans deux phrases, une chercheuse polonaise, Weronika, avec Katarina, qui est une chercheuse ukrainienne qui vit depuis le début de la guerre en Pologne. Elle mène une enquête parmi des Ukrainiens qui vivent en Pologne. Les deux groupes, les personnes qui sont venues bien avant la guerre et puis des personnes qui sont des réfugiés. Elle compare leurs projets familiaux et aussi leur fécondité. C'est une approche bien démographique, mais qui montre déjà certaines approches familiales. Donc, je crois que c'est très, très important de savoir comment des personnes qui vivent après leur départ de l'Ukraine, comment elles commencent à s'installer en Pologne. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de votre présence. Encore merci Denise de cette présentation. Et donc, on vous donne rendez-vous le 28 juin pour notre dernière séance. Merci et au revoir. Merci à vous.